Gérard Darmon, on veut des détails. Que s'est-il passé à Cannes? Est-ce que c'était la nouba dans ton slip? J'ai bien compris, j'ai bien compris. Laure Delattre, honnêtement, est-ce que vous ne croyez pas que de la part de la direction d'Europe 1, c'est un peu se foutre de la gueule du monde de vous confier une critique des émissions de télévision? Non, c'est pas une critique, c'est un billet d'humeur. J'ai vécu la télévision pendant 70 jours. Maintenant, je découvre ce que c'est avec un œil de téléspectateur. Maintenant, je suis dans la télévision. Je vous vois en vrai et je pourrais leur dire comment vous êtes en vrai. Ouais. Et je vous trouve très bien. Ouais. Sexuellement, ça se passait comment sur ce bateau? C'est difficile, hein. Sérieusement. Ça vous a manqué? Non, je crois que quand on fait beaucoup d'efforts comme ça, et puis non, on n'y pense pas trop. Non, c'est pas une partie de rigolade, quoi, hein, la traversée Atlantique à la rame. Donc c'est qu'à de le dire, c'est de la galère tous les jours, c'est des peurs, c'est des souffrances. Et bon, avec tout ça, on n'a pas le temps de passer au reste. Ouais. Laurent Gérard. Non, sérieux. Vous vous marierez jamais? Non, je pense pas, non. Ah oui, c'est un principe, parce que vous êtes Non, jeune mais encore. c'est pas un principe, ça représente rien pour moi. Alors on me dit, oui, mais pour faire plaisir à la femme qu'on aime. Si Mathilde vous le demande. Bah oui, mais je lui ferai plaisir, mais je me ferai pas plaisir à moi. Donc il y en aura un qui sera lésé dans les deux. Donc ce que je dis, l'amour, c'est regarder la télévision dans le même sens. Donc c'est définitif? Bah ouais, je crois, ouais. Je crois, ouais. Gilbert Collard. Salut, ça va? Collard. Est-ce que quand vous dites Gilbert Collard, quand vous dites quand vous dites Gilbert Collard, quand vous dites je vois plus rien. on ne m'aime pas et je le sais. Est-ce que finalement votre problème dans la vie, ça serait pas d'être aimé tout simplement? Mais je crois que le problème de tous les êtres humains, c'est de n'être pas assez aimé, oui. Ouais. Oui, je le confesse volontiers, oui. Donc c'est pour ça que vous êtes comme ça? Peut-être, oui, peut-être. Vous êtes sincère là? Tout à fait. Vous dites la vérité là? Ouais. Question importante, si demain matin, Donald Trump revenait vers vous et vous proposait de reprendre la vie de famille avec vos enfants, il dit on oublie tout, on se remet ensemble tous et on reprend une vie normale, tu me pardonnes, excuse-moi, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous lui diriez oui ou non? In this stage, I would say no. À ce stade, je dirais non, et j'en suis vraiment convaincue. D'abord parce que je suis amoureuse d'un autre homme, et puis il y a eu tellement de mal qui a été fait. Bon, bien sûr, j'ai surmonté, et maintenant les enfants ont réussi à atteindre un stade de paix paisible, et moi je veux continuer avec ma vie. Et puis Donald a des intérêts qui sont différents. Moi, j'ai des intérêts différents. Je passe beaucoup de temps en Europe, je jouis de ma vie, je fais des choses différentes, et lui, il continue à travailler, à fabriquer ses milliards, et c'est pas fait pour moi. Ce n'est plus fait pour moi. No hope, aucun espoir, on rallume. Anne-Valérie Noire, la seule question finalement que j'ai envie de vous poser pour terminer ce soir, est-ce que vous pardonnerez jamais à votre père? Ou est-ce que vous envisagez à un moment quand même, le pardon ça existe sur cette terre, est-ce que vous pensez que vous lui pardonnerez un jour? Je ne crois pas. Il a gâché ma vie et j'en veux plus, voilà. Donc Hervé Bourges, pour quelle raison le CSA a accordé à TF1, qui est déjà riche à milliards, 2 minutes de plus de pub par heure? Pour quelle raison? Écoutez, la décision qui a été prise à l'époque est une décision juridique, parce que c'était le droit commun, c'est tout. Voilà. Et pour quelle raison faire ce cadeau à TF1? Ça, je comprends pas. Mais non, mais le cadeau, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Quand on donne à une chaîne commerciale 2 minutes de plus de pub, c'est un cadeau qu'on lui fait quand même. D'accord, oui. Bon, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que vous dites pas sérieusement des fois, sérieusement, quand peut-être pas maintenant parce que vous allez bien, ça marche, mais quand vous étiez en cage, comme vous dites, vous n'êtes pas dit des fois, j'aurais mieux fait d'écouter mon père avait raison, bien mal acquis ne profite jamais, ce genre de choses qu'on se dit dans ces cas-là? J'ai jamais eu l'impression d'avoir mal acquis. Et vous n'êtes jamais dit mon père avait raison? Non. Finalement, sa vie à lui, qui est humble, qui est une vie simple et humble, finalement, j'aurais été plus heureux si j'avais accepté cette vie-là. Non mais attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Il a été très heureux avec maman, qui depuis 60 ans est sa femme. On a fêté ensemble son 90e anniversaire. Oui, mais vous Attends, si vous aviez suivi ça... Je peux finir? Oui. Moi, ça fait 28 ans que je suis avec la mienne, et je suis aussi heureux que lui avec la sienne, malgré le parcours très différent. Or, comme mon bonheur conjugal compte autant que lui,
et que ma vie professionnelle compte après et que j'ai pas eu de raté de ce côté-là, je suis très heureux. Alors c'est la question qui tue, Francis Huster, et pas la question qui fâche, comme disent certains copieurs. C'est génial, c'est au sujet de J'adore la vie. Christiana vous a dit quoi, franchement? Elle vous a dit, quand elle a vu le spectacle, elle vous a dit quoi? Donc, j'étais complètement con. Elle l'avait vu en festival, elle avait trouvé ça formidable. Comme un crétin, j'ai fait 3 erreurs. Le soir de la Générale, il y avait un micro avec une réverbération dans la salle. C'était épouvantable. On avait l'impression que je parlais devant, derrière. En plus, elle m'avait dit de me méfier de tous les sketchs de paysans. J'en ai 3 ou 4. Oui, c'est vrai que vous patoisez pas mal. Hein. Oui, jouer de Catéglio et des trucs comme ça. Alors, voilà, au bout de 2, on en a marre. Et puis la 3e chose, c'est qu'effectivement, j'aurais peut-être dû commencer la trilogie avec La Peste au lieu du Mirbeau. Mais par contre, elle a trouvé que j'avais des couilles d'arrêter. Ouais, mais elle n'était pas très chaude pour le spectacle. Ah non, non, non. Elle le trouvait très bien. Elle trouvait que c'était de la folie. C'était trop risqué. Donc elle vous aime. Vous portez un nom juif, même si votre père est juif et votre mère l'est pas. En tant que juif, portant un patronyme juif, vous retrouvez à Occident, ça vous a jamais embêté? Mais moi, sincèrement, ça a duré 2-3 ans. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment de ce genre dans ce mouvement politique. Et d'ailleurs, aucun des membres de cette association d'étudiants qui ont fait de la politique par la suite ne s'est par exemple retrouvé au Front National. Vous avez cité des noms tout à l'heure, il y en a d'autres. Ils sont tous dans des formations politiques de la droite républicaine. Aucun n'est allé au Front National et moi je n'ai jamais, à cette époque, ressenti le moindre racisme. D'abord, ce n'était pas du tout le sujet à l'époque. C'était effectivement le communisme, la guerre du Vietnam, les événements de mai 68. Donc c'était pas du tout le sujet. Et je n'ai jamais ressenti cela. D'ailleurs, si je l'avais ressenti, évidemment, j'aurais pas pu y rester. Non, c'est pas ça. C'était pas ça du tout, Occident. C'était vraiment un mouvement d'étudiants qui se défendaient dans un univers pas très simple. Ok. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce problème. Terrible. Alors, Alain Minc, est-ce que, en vous voyant être devenu le chantre du capital, est-ce que vous ne croyez pas que votre père... Vous savez, c'est un ancien communiste. Hein. Ils ont fait aussi beaucoup de chemin. Alors, j'ai poursuivi le chemin qu'il avait entamé, si je puis dire. Et vous êtes allé très loin, parce que quand même, lui peut être communiste et avoir été déçu par le stalinisme, il peut avoir été déçu par Budapest, il peut avoir été déçu par beaucoup de choses comme ça. Mais malgré tout, il a un idéal au départ, qui est un idéal communiste. Le fait que son fils soit devenu le chantre du nouveau capitalisme, ça l'empêche pas de dormir? Non, mais vous voyez, quand on dit libéral de gauche, c'est assez utile, parce que j'espère que lui comprend gauche et que les gens avec lesquels je travaille comprennent libéral. Ouais. Vous savez que Jacques Chirac est malade. C'est pour ça qu'il a grossi dernièrement. C'est pour ça qu'après les vacances, tout le monde l'a trouvé un petit peu enflé du visage. Vous apprenez donc qu'il est cancéreux, qu'il prend de la cortisone comme le président Pompidou, que ce traitement occasionne un comportement encore pire que celui qu'il a en ce moment. Non. Vous faites quoi? Ah, rien. Je voterai pas pour lui la prochaine fois. Mais vous le dites pas? Mais non. Bon, alors, Paul Baril, maintenant, sérieusement, est-ce que vous avez une micro-preuve que Jean-Pierre Méry aurait pu être assassiné? Ou est-ce que c'est une... Vous dites il aurait pu être assassiné, ou est-ce que vous avez un début de quelque chose? Vous savez, on n'a pas besoin forcément d'une preuve. La preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu de la propre personne. Mais on a des indices graves et concordants. Et vous savez, dans le système judiciaire français, par exemple les assises, il n'y a pas besoin de preuves, il suffit que les gens soient convaincus, il suffit que les personnes qui sont derrière, qui vont juger, il suffit qu'il y ait assez d'éléments pour qu'ils soient convaincus et qu'ils donnent 20 ans de prison à la personne qu'ils ont à juger. Voilà. C'est chaud là. Oh, c'est chaud. Luis Fernandez, serez-vous encore entraîneur du PSG la saison prochaine? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Même si vous perdez tous les matchs qui viennent là? Non, je ne souhaite pas perdre et je pense qu'on ne perdra pas tous les matchs qui restent. Ouais. On va en gagner, on va remonter, on va se resituer dans une position qui sera un peu plus honorable pour le Paris Saint-Germain et pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Question simple. Gilles Ménage, question très simple. Vous êtes au service de l'État, vous avez fait l'ENA, vous avez été dans des cabinets préfectoraux. Est-ce que finalement, maintenant avec le recul, puisque vous publiez des livres pour en parler, est-ce que vous ne regrettez pas? Est-ce que vous n'avez pas un peu honte d'avoir fait tout ça finalement? Non, moi je n'ai pas honte. Vous n'avez pas honte? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je ne les qualifie pas comme vous les qualifiez. Et ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'une décision a été prise,
J'ai toujours fait un papier écrit, j'ai toujours demandé des instructions, j'ai suivi des instructions. Je ne pense vraiment pas avoir franchi la ligne jaune. Enfin, Maintenant, je veux pas vous charger, mais enfin, Papon aussi, il dit, moi, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Quand on est fonctionnaire, enfin, attendez, on va pas, non, mais quand on est fonctionnaire, on peut dire, j'obéis aux ordres. Je veux bien. Non, Sauf qu'à des fois, il faut non. savoir désobéir. C'est ce que tout le monde a dit à Papon, d'ailleurs. Vous auriez dû désobéir. Attendez, on n'était pas du tout dans cette configuration. Là, je vous permets pas de la faire cette situation était amalgame. moins grave. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fond de ma réponse. Un fonctionnaire, si vous voulez, ne peut pas prendre l'initiative, en tout cas moi c'est ma philosophie, sans être totalement en harmonie avec le pouvoir politique. Or il se trouve que dans ce pays, un tas d'hommes politiques, parce que ça les arrange, parce qu'ils ont des soucis de carrière, sont parfois amnésiques, parfois renégats, et ça devient un peu facile de dire, bah voilà, nous on n'était pas au courant, on ne savait pas. Vous êtes un peu le lampiste alors, vous dites? Non, moi j'ai pas. Après tout, je trouve que j'ai eu beaucoup de satisfaction à faire ce métier. Il y a depuis quelques années, c'est vrai, beaucoup d'inconvénients. Je pense que dans la vie, il faut savoir accepter les inconvénients de cet avantage. Robert Louis Dreyfus, alors dans cette affaire, est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment d'être un peu un gosse de riche qui s'est fait plumer par l'OM? Non, parce que gosse de riche, je l'ai été, mais enfin c'est pas, mes parents m'ont jamais donné d'argent, alors donc j'ai pas de problème là-dessus. D'être s'être fait plumer, non, parce qu'il y a tout de même une valeur et puis il y a un plaisir, donc ça vaut ce plaisir. Vous regrettez pas? Non, pas du tout. Si c'était à refaire? Je referais. Je ferais peut-être moins d'erreurs parce que j'aurais appris quelque chose. Ouais. Didier Deschamps, quand vous avez joué avec la Juve, vous avez été entendu par un juge d'instruction turinois pour des problèmes d'usage de dopage, disons, de créatine. Qu'en est-il exactement? J'ai été confronté 3 fois, oui, c'est vrai, à un juge d'instruction qui avant même de poser des questions, était persuadé qu'il y avait du dopage dans le football, qu'on utilisait le PO. Donc c'est très difficile de faire face à un tel personnage. La créatine aussi, c'est vrai qu'elle est utilisée, elle est autorisée dans certains pays, dans d'autres non. J'en ai pris pendant une certaine période, après j'ai arrêté. Je ne pense pas que ça soit un produit nocif, même si certains spécialistes le disent. Mais le dopage en règle générale, je pense qu'il y en a dans le sport. Dans le football, je n'ai pas été confronté, parce que je pense sincèrement, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas que le dopage, comme un produit peut... d'un joueur bidon peut faire un super joueur. Ouais. Ça n'a jamais fait tirer dans les lucarnes, donc je ne vois pas trop l'utilité. Ça peut faire courir plus vite, ça peut être plus résistant, mais il y a le ballon. Et le ballon, c'est les pieds, il faut savoir le diriger. Donc, il y a des matchs très souvent en même temps. Donc, La répétition, évidemment qu'on a des aides au niveau pharmaceutique pour aider à récupérer. Mais ce juge-là, il partait du principe, moi c'est ce qu'il m'a dit en fin d'interrogatoire, il me dit, je voudrais arriver à faire une loi que le footballeur, s'il prend un produit, une vitamine C, peu importe, ou on est enrhumé, ou qu'il prend quelque chose la semaine avant le match, il ne puisse pas jouer un match. Ah ouais. Il n'y aurait plus beaucoup de football à la télé, sincèrement. Ouais. Sérieusement, est-ce que vous pensez qu'en étant parti, dans les conditions qu'on connaît, en revenant, en vous faisant élire, est-ce que vous pensez que vous aidez la politique en agissant de la sorte? Mais moi, je ne cherche pas à aider la politique, je cherche à aider la ville dans laquelle je travaille depuis tant d'années à progresser, à aller de l'avant. J'essaye d'aider les Levalloisiens. Moi, j'ai fait de la politique pour aider les autres, pour servir, uniquement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'avais pas besoin de faire de la politique. Je suis né dans une famille où on avait tout ce qu'il fallait. Il y avait une affaire, il y avait tout ce qu'il fallait. Je n'avais vraiment pas besoin de politique pour gagner de l'argent, comme certains voudraient le laisser dire ou laisser entendre. Moi, j'ai fait de la politique vraiment par conviction et je continue à faire de la politique par conviction. Aujourd'hui, c'est que vous vous dévouez finalement pour le Valois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ah, ça l'a toujours été et ça continuera à l'être, et mon épouse aussi. Et votre action, votre retour, votre élection pour l'image de la politique, des hommes politiques, vous pensez que c'est bénéfique? Vous savez, je ne sais pas si l'image des hommes politiques est aussi bénéfique pour moi. Ouais. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que sans investiture, je suis élu. D'autres, avec les investitures de tous les partis, ne sont pas élus. Alors, Michel Rocard, vous n'avez jamais été président. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Une seule chose, mettre mon mandat en balance sur un mauvais résultat à l'élection européenne
pour me faire jeter sur un hasard, par mauvaise foi, et rater par là l'investiture. C'est ma faute tactique. C'est-à-dire que quand vous avez perdu les européennes, vous n'auriez pas dû partir finalement, vous auriez dû rester. Oui, et vous mais auriez été président la fois j'avais d'après. 1 an et demi avant reproché à Laurent Fabius de ne l'avoir pas fait. Ce que tous les grands dirigeants européens font. Une élection perdue, on s'en va. Je fais partie de cette race, j'ai aussi ma dignité. Je suis parti sur une faute tactique, mais au moins dans la dignité. Jean-Claude Guessot, donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous vivez une aventure personnelle, que vous vivez votre conte de fées, et que finalement vous avez un petit peu oublié que vous avez été ouvrier, que vous avez été de l'autre côté? Non. Je n'ai rien oublié et je peux vous dire que quand on a été non seulement pauvre comme je l'ai été, mais un militant pour la justice, un militant contre les privilèges, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas simplement de la fortune, mais aussi du pouvoir et du savoir, eh bien ça ne s'oublie pas. Et quand il vous arrive cet aspect exceptionnel de vous retrouver ministre, ben, vous essayez à ce moment-là, à votre petite échelle, de continuer à ne pas oublier ce que vous avez été, ce que sont des millions et des millions d'hommes. Donc ce que vous dites, Monseigneur Di Falco, ce soir, c'est que un catholique peut très bien utiliser un préservatif, et tout le monde peut utiliser des préservatifs, c'est pas condamné par le Vatican. À partir du moment où vous ne parvenez pas à vivre l'idéal de fidélité, par exemple, et que vous avez des relations sexuelles, eh bien, on ne peut pas prendre le risque d'être soit criminel, soit suicidaire. Il faut utiliser le préservatif. Je crois que c'est une question de bon sens. Non, mais attendez, ça c'est la position de Monseigneur Di Falco qui est à Paris, c'est la position, ou la position du pape? C'est la position expliquée de façon claire de l'Église. Patrick Poivre d'Arvor, que répondez-vous à ceux qui disent qu'à votre place, aux USA, le présentateur du journal télévisé aurait déjà démissionné? Moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné, mes patrons n'ont pas voulu que je parte, mais j'ai proposé ma démission. J'ai payé. Ma rédemption, je pense l'avoir connue dans les 2 affaires auxquelles vous avez fait allusion. Et puis voilà, et je pense que les gens qui ont payé, ils ont le droit à une nouvelle chance, et donc ça ne me paraît pas absurde. Nathalie Delon. Oui. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de Harry Boulogne, que nous avons reçu ici, le fils d'Alain Delon et de Nico, qui est né en 62, non, vous êtes gentil. À la période où vous avez rencontré Delon. Est-ce que vous connaissiez son existence? Oui. Quand j'ai rencontré Alain, oui, je connaissais très bien son existence, puisqu'il n'était pas son fils. Et qu'elle s'est pointée au studio en disant, voilà ton fils. Oui. Et vous pensez que c'est pas son C'est fils? par oui ou par non, vous voulez? Non, c'est pas par oui ou par non, c'est... Vous dites donc, vous êtes au courant de l'existence d'Harry Boulogne. Oui, très bien. Oui, mais oui. vous dites que ce n'est pas le fils d'Alain Delon. Voilà, je dis ce qui était vrai à cette époque. Maintenant, si vous pouvez prouver le contraire... Non, je ne prouve rien du tout, je vous demande. Pourquoi vous l'aimez bien? J'ai de la tendresse pour lui, une certaine compassion pour la vie qu'il a eue, oui. Mais je l'ai vu, oui. Je l'ai vu tout petit, puis plus tard. Mais je ne pense pas que ce soit le fils d'Alain Delon. Mais attendez, j'étais pas là à ce moment-là. Hein. Ce soir-là, non? Non, avant, oui. Oui. Alors Arnaud Montebourg, est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez quand même plus crédible si vous vous occupiez parallèlement des affaires de la MNEF, et pas seulement de Chirac, mais aussi de M. Le Guen, de M. Cambadélis, de M. Dominique Strauss-Kahn? Ah bah, et confiance. Je vais vous dire. Non, sérieusement. Je vais vous dire que le Parti socialiste s'en est occupé et a empêché toute candidature de ceux-là, et que par ailleurs, le Parti socialiste avait demandé à l'époque le départ d'un certain nombre de ceux qui étaient mis en difficulté. Donc je suis heureux de voir que mon parti fait un effort dans ce sens. Ouais. Vous pensez que le Parti socialiste n'a pas besoin d'Arnaud Montebourg? Il y a seulement le RPR qui en a besoin? Ça, je ne sais pas. C'est une question différente et compliquée. Alors, Jean-Yann, vous avez voulu faire de la radio, vous avez voulu faire de la télé, vous avez voulu réaliser des films, vous avez voulu faire des affaires, d'une société de tournage de films français aux États-Unis et de films américains en France. Vous avez voulu faire de la décoration d'hôtels. Mais si vous aviez choisi d'être que acteur, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui vous seriez un des premiers acteurs du monde? Je ne pouvais pas être seulement acteur parce que c'est pas moi qui ai choisi d'être acteur. C'était pas mon truc, moi. Je voulais faire partie du spectacle et surtout je voulais écrire des choses.
Quand des fois on me demande, on me dit mais qu'est-ce que vous regrettez le plus? Je dis je regrette simplement que pendant des années, on ne m'ait pas demandé d'écrire des dialogues parce que j'étais persuadé que je serais un bon dialoguiste. Vous auriez jamais pu être personne Michel me demandait Audiard, ça. c'est sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et Audiard me le disait, les gars, il disait tu devrais écrire des dialogues, mais les gens ne voulaient pas. Mais je dis ça sans aigreur, puisque j'ai fait d'autres choses plus lucratives. Ouais. Mais pour moi, acteur, c'est pas le truc, évidemment, qui me passionne le plus. Ouais. Et si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Si c'était à refaire, je referais la même chose dans les grandes lignes, c'est-à-dire que mais par exemple, je ferais beaucoup plus de choses dans la décoration, ou beaucoup plus de choses dans l'urbanisme, ou beaucoup plus de choses dans des choses comme ça. Pas trop dans la musique, je suis pas assez bien, je suis pas assez bon. J'aurais adoré travailler avec des urbanistes, j'aurais aimé faire partie du projet Brasilia. Ouais, tout sauf acteur, quoi. Non, pas tout sauf acteur, mais on est toujours acteur de quelque chose dans une société qui vous entoure. Henri d'Orléans, croyez-vous, après avoir entendu tout ça, que la famille d'Orléans puisse encore régner sur la France? Ça ne dépend que des Français. Jean-Marie Messier, question simple. Quoi que vous disiez, est-ce que vous pensez sérieusement qu'Alain de Greff est encore l'homme de la situation en tant que directeur des programmes de Canal+? Ce que je crois, c'est que Alain de Greff est un homme de programme remarquable. Pas seulement d'ailleurs pour les programmes de Canal+, mais pour l'ensemble des chaînes thématiques et des différentes offres de Canal. C'est votre ambition pour lui? C'est pas mon ambition pour lui, c'est le choix qu'il doit faire. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on entend beaucoup de critiques sur NPA en disant mais c'est dépassé, ça a changé, etc. Il faut, d'abord, moi je ne suis pas un nostalgique. Gildas de Caunes, c'était génial. Dijon, c'est pas mal du tout. Et il y a un truc qui est simple. Canal, ça a toujours été à la pointe de l'innovation. On le doit à De Greff, et De Greff a encore énormément de choses à apporter à Canal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Paul-Loup Sulitzer, oui. Même si vous n'êtes pas impliqué directement dans l'Angola Gate, pourquoi fréquenter des gens comme Falcon, des gens comme Guédamac, qui, eux, sont impliqués dans cette guerre? Mais avec tous les gens que vous connaissez, il n'y a pas un autre moyen de gagner de l'argent que travailler avec des Falcon? Mais au départ, on ne le sait pas. Si vous croyez qu'il y a écrit sur leur tête ou sur la tête des gens qui sont uniquement dans l'armement, alors là, vous commettez une erreur. Alain Laroche, est-ce que vous jurez aujourd'hui que le juge Philippon vous a promis un assouplissement de votre sort si vous balanciez Bernard Tapie? Absolument, j'ai subi des pressions de toute nature. Et puis, toute la procédure qu'a suivi le juge Philippon a largement démontré que c'était pour me mettre une pression, pour me faire avouer quelque chose. Donc, il y avait un chantage. Manifestement, c'était un chantage. C'est un mot extrêmement violent, mais c'était un chantage. Jean-Christophe Mitterrand, vous avez quoi à dire à votre père ce soir? Oh, que je pense beaucoup à lui, que je l'aime et que je regrette qu'on soit, quand j'étais jeune, un peu raté. Est-ce que vous ne croyez pas, Yvan Levaille, quand même, que la promiscuité des grands, c'est-à-dire la fréquentation que vous aviez de Mitterrand, vous a amené certaines fois à avoir un jugement moins objectif que celui qu'on était en droit d'attendre de quelqu'un d'aussi écouté que vous? Non, moi j'ai pas peur de la connivence des journalistes et des hommes politiques. Il y a une chose que je redoute, c'est la malhonnêteté. Or, il y a des hommes politiques qui sont malhonnêtes avec des journalistes et des journalistes qui sont malhonnêtes avec des hommes politiques. Voilà, c'est tout. Chacun chez soi. Lui, il est élu, vous ne l'êtes pas. Et on ne se doit rien. Moi, je ne dois rien aux Donc le fait d'avoir été vu. invité à Latché, comme ça et tout, ça ne vous amenait pas à être plus sympa avec Mitterrand que si vous n'aviez pas été invité? Non, ça permet de voir ce qu'il y a, ce qui demeure d'humanité vraie chez les hommes que vous rencontrez. Et on rallume. Dites-nous, Bruno Roussel, est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un règlement de compte? Non, c'est un retour aux sources pour moi. J'ai été un éducateur et aujourd'hui je suis beaucoup mieux dans ma peau que je ne l'ai été et j'assume parfaitement ce que j'ai écrit. Et d'ailleurs, je suis prêt à venir le défendre et l'argumenter devant qui que ce soit. François Léotard, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté votre vie? Non. Si c'était à refaire, je referais à peu près tout la pareil. même chose. À peu près la même chose. Ouais.
Fatima Belaïd, il y a 3 solutions. La première, c'est qu'effectivement, Loïc Le Floch-Prigent a appris des choses graves sur votre passé. La deuxième, c'est que vous savez des choses que vous n'auriez pas dû savoir. Et la troisième, c'est un ordre de Mitterrand que Loïc Le Floch-Prigent n'a fait qu'accepter sans discuter. Quelle est la bonne réponse? La troisième. Vous pensez que c'est Mitterrand Absolument. qui a dit à Le Floch-Prigent, il faut que vous quittiez cette femme? Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de protagonistes dans le dossier et des personnalités pas des moindres sont venus le confirmer. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que j'étais trop présente, que c'était la première fois qu'un... C'était atypique dans ce milieu. C'était la première fois qu'un président de société de cette importance, en plus, amenait son épouse avec lui dans tous les déplacements, dans les voyages officiels. J'ai assisté à des signatures de contrats et je pense que certains avaient peur et se méfiaient de ce que j'avais pu entendre ou des confidences que Loïc aurait pu me faire. Donc j'étais gênante. Merci. Richard Virenque, si vous étiez sûr de gagner le Tour de France en vous dopant, mais sans être pris, est-ce que vous le feriez? C'est-à-dire gagner le Tour de France en me dopant sans être pris, oui. Olivier Besancenot, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été de ceux qui ont fait battre Jospin? Non, parce que je ne fais pas du tout partie de ceux qui ont fait battre Jospin. Je n'ai pas empêché les organisations de la gauche plurielle, qui étaient 4 ou 5, de présenter une candidature unique, par exemple. Et d'ailleurs, je crois que même Lionel Jospin ne nous a jamais pointé du doigt l'extrême gauche, parce qu'il savait qu'on avait des désaccords politiques avec lui, qu'on a fait entendre pendant 5 ans de gestion de la gauche plurielle. Lucien Aimé Blanc, vous affirmez dans votre livre « Robert Broussard ne pouvait pas être témoin de la fusillade et des circonstances qui l'ont provoqué, car il était, à ce moment précis, assis à côté de moi dans sa voiture, garé à 50 mètres de là et hors de vue de la scène. » C'est grave ce que vous annoncez là. Ah ben non, je le confirme complètement. Nous étions dans la voiture du commandement. Depuis le matin, on était dans le périphérique un peu plus loin, à 200 mètres de l'immeuble. Puis lorsque le dispositif s'est mis en branle, très logiquement, Broussard, qui était au volant, moi au passager, puis j'avais un inspecteur derrière, s'est avancé vers la porte de Clignancourt, car il avait donné des instructions pour que la voiture de Mesrine ne dépasse pas le feu rouge. Il n'est pas hors de question d'aller le suivre sur le périphérique. On ne savait pas où il allait, et puis l'opération aurait été trop aléatoire. Donc on s'est avancé sur la rampe au niveau de la place de Clignancourt, une cinquantaine de mètres à peu près, on ne voyait rien. Et à ce moment-là, à la radio, le camion a fait savoir à M. Broussard qu'il était en place et que la BM de Mesrine était derrière. Alors il a donné l'ordre d'intervention, il a dit « intervenez les gens, intervenez les gars, ou allez-y les gars ». Enfin, il a donné l'ordre d'intervention, à ce moment-là, les rafales ont éclaté, des rafales sèches, courtes. Bon, il venait de sortir de la voiture, il s'est précipité sur la porte de Clignancourt pour rejoindre ses effectifs. Et Mesrine était mort puisqu'il n'y a pas eu de riposte au coup par coup. Il n'y a pas eu de bruit de grenade puisqu'on savait qu'il avait des grenades dans la voiture. Et moi, je l'ai suivi tout à fait tranquillement, je dois avouer. Je savais que c'était fini, je ne me suis pas précipité. C'était lui qui était responsable de ce dispositif. Donc ce que vous affirmez aujourd'hui, Lucien Aimé Blanc, c'est que le commissaire Broussard ne peut pas savoir si des sommations ont été faites. Pas plus que moi, d'ailleurs. Si Mesrine a essayé d'attraper des grenades offensives qui étaient à l'intérieur de sa portière ou sous son siège. Tout ce qu'il raconte, c'est pour couvrir ses mecs. Ben, je pense, parce que, écoutez, à un moment donné, on était dans la voiture, il n'est pas sorti de la voiture de commandement. Et puis, dans ses mémoires, j'ai vu qu'à un moment donné, au moment de la fusillade finale, il se mettait dans une camionnette aménagée, et je ne sais pas où était cette camionnette aménagée, mais il aurait fallu qu'il ait le don début quitté, il était avec moi. Point final, je le confirme. Et puis, c'est très bien que je dis la vérité. Oui, bien sûr. Alors, c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est pour vous rappeler des bons souvenirs, Christine de Vieux-Jancourt. Alors, regardez-moi, Christine. Je vous vois pas. Mais moi, je vous vois. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, qui c'est qui, alors? Alors, le pognon, là, il est où, sérieux? Alors, aujourd'hui, il est dans une banque en Suisse, gardée par la justice suisse. Dites-le. Je le jure.
est-ce que vous aviez eu à choisir donc entre d'une part vivre en Arabie Saoudite cloîtré avec vos enfants ou quitter l'Arabie Saoudite et vivre sans vos enfants? Est-ce que des fois vous vous dites pas j'aurais mieux fait de rester en Arabie Saoudite parce que je serai toujours avec mes enfants? Je me dis ça tous les matins. Je me dis ça tous les matins et tous les matins quand je parle à mes enfants, je leur demande de me pardonner, d'avoir décidé de partir parce que je ne pouvais plus être une bonne mère, où je pensais qu'à la fin je vais devenir une mère folle. Mais je sais aujourd'hui, ma force de résistance était telle que j'aurais pu rester. Et d'ailleurs, mon fils aîné me dit jusqu'à présent, maman, tu es partie trop tôt. Camus, peut-on tout écrire, même les pensées les plus ignobles? Je ne pense pas qu'on puisse tout écrire, absolument pas. Moi, je suis très indiscret en ce qui me concerne moi, parce que j'essaye d'aller jusqu'au bout de la vérité, mais je ne suis pas très indiscret pour les autres. Et il se trouve que je crois, alors que j'essaie justement d'aller jusqu'au bout de la vérité, que je n'ai pas de pensée ignoble. Je vois très peu de haine en moi, il n'y a pas de pulsion à la violence, je ne me trouve aucune pulsion sadique. Donc la question ne me concerne pas très directement. Il me semble vraiment que je n'ai pas de pensée ignoble. Alors répondez-moi. Il se trouve qu'à l'époque, mon père était donc ministre de la Jeunesse et des Sports. Et dans le cadre donc de son action, il devait venir sur le campus de Nanterre, où moi j'étais étudiante, pour inaugurer la piscine de Nanterre. Et à l'époque, donc, il y avait comme une sorte d'effervescence qui commençait sur le campus. C'était en janvier, et les événements allaient se passer en mai. Et donc, à l'époque, c'était pas plus d'une quarantaine à peu près d'étudiants, mais qui commençaient quand même à faire un peu de grabuge. Et à leur tête, il y avait un homme, un garçon, donc, qui s'appelait Daniel Cohn-Bendit. Et lorsque mon père est arrivé pour inaugurer, la trentaine d'étudiants l'attendaient. Et à ce moment-là, ils ont commencé à dire à mon père qu'est-ce que vous faites, vous, pour les problèmes sexuels des jeunes étudiants? Et mon père leur a répondu je viens inaugurer des piscines. Et puis toi, qui m'as posé la question, si tu as un problème sexuel, plonge donc la tête la première, tu verras, ça résout déjà pas mal de choses. Et puis, à l'époque, donc, comme mon père était ministre, il était suivi par pléthore de personnes, dont un préfet de police. Et le préfet de police, trouvant que ce jeune homme s'était mal adressé à mon père, a demandé, comme il était de nationalité étrangère, qu'il soit expulsé. Et mon père a dit à ce moment-là, non, je suis désolé, si on doit expulser quelqu'un, on l'expulse pour des raisons valables, mais c'est tout de même pas parce qu'il m'a posé cette question-là qu'il doit être expulsé du territoire français. Ce qui me paraît d'ailleurs très normal et sensé comme réponse. Et puis les événements sont arrivés, de 68, et là, vous savez, les gens ont commencé à perdre la boule, on ne savait plus très bien où on en était. Surtout de Et Gaulle. il y a des journaux, notamment un journal qui heureusement n'existe plus aujourd'hui et qui était ordurier, et qui a commencé à dire il semble que, il paraît que, on croit que, mais qui n'affirmait jamais. Ce garçon qui s'appelle Cohn-Bendit n'a pas été expulsé de France parce qu'il a été protégé par le ministre, parce qu'il avait une affaire, etc. Or, je n'ai jamais rencontré Cohn-Bendit, qu'il l'a d'ailleurs écrit lui-même dans un bouquin, je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je le vois dans la rue, eh bien moi je le reconnaîtrais parce que je sais la tête qu'il a, je le vois à des émissions de télé, etc. Mais lui est, je crois, incapable de dire quelle est la couleur de mes yeux. Et je finis d'ailleurs par le regretter, parce que je me dis que tant qu'à faire qu'on vous prête une histoire, autant connaître vraiment la personne avec laquelle, justement, vous êtes Très bien, censé on avoir rallume la posé des lumière, questions. merci. Omar Haddad, est-ce que vous avez été victime d'une machination? Oui. Est-ce que vous savez qui a monté cette machination? Non. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas le dire? En vérité, je ne sais pas. Je ne peux pas en accuser. Je ne peux pas faire à les gens. Je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve comme on m'a fait. Moi, je ne le fais pas. Bienvenue à Disneyland. Non, est-ce que vous avez jamais regretté cette opération? Jamais, jamais. Non, je suis très heureuse. Et pour rien au monde, je me souviens quand je suis rentrée à la clinique,
je me suis dit, mais t'es sûr, qu'est-ce que c'est en train de faire? Parce qu'il fallait vraiment faire confiance, cette fois-ci, aux médecins. Parce que le fait que je fasse un métier public, et bon, c'était assez dangereux quand même. Et j'ai eu la foi, comme je l'ai souvent dans ma vie, et je me suis dit, j'y vais. Je pense que c'est quelque chose de bien pour moi. Roland Dumas, et si finalement la relaxe en appel n'était pas tout simplement qu'un renvoi d'ascenseur de Chirac, à qui vous avez accordé l'immunité quand vous étiez encore président du Conseil constitutionnel? Je vous écoute. Présenter les choses comme ça, c'est une infamie. Ouais. Oui, c'est une infamie, parce que c'est un mépris total à l'égard des 9 membres du Conseil constitutionnel, venus d'horizons différents, honnêtes et bons juristes, qui ont prononcé une décision sans que je les y force, qui était conforme au droit. Et imaginez qu'on peut faire un contrat du genre je te protège, tu me protèges avec le président de la République, ça relève quand même ou de la grande fantaisie ou de l'infamie. Ajoutons, pour clore ce chapitre, que la même question a été soumise quelques mois après à la Cour de cassation, sur laquelle je n'avais pas barre et que je ne présidais pas, et qu'elle a émis exactement la même opinion dans les mêmes termes. Taoufik Matlouti, pensez-vous que ça soit bien, pour gagner de l'argent, de baser une stratégie publicitaire sur la haine des peuples? Moi, je boycotte les produits américains pour lutter contre l'impérialisme américain. Où est la haine là-dedans? Je boycotte la politique et l'administration Bush. Je n'ai jamais condamné le peuple américain ni cherché à attiser la moindre haine. Je crois qu'il ne faut pas chercher la haine là où elle n'est pas. La haine, elle est plutôt développée par d'autres sur d'autres terrains. Aïcha, le président Chirac s'est opposé à la guerre d'Irak. Il peut obtenir des Américains que votre fils ait un procès équitable. Si vous l'aviez en face de vous, Jacques Chirac, vous lui diriez quoi? Je veux lui dire, Monsieur le Président, la vie de mon fils, il est entre vos mains. Aide-moi à le sauver. S'il mérite une condamnation parce qu'il a émêlé avec ce mouvement qu'il est malfaiteur, s'il mérite une condamnation, il faut le faire. Mais pas une condamnation à mort, ni une condamnation à vie, parce que pour une mère, c'est dur. S'il arrive ça à mon fils aujourd'hui, il peut arriver à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas possible de laisser les Américains faire ce qu'ils veulent avec les enfants des autres. Sophie Talman, franchement, qu'est-ce que vous connaissez au cheval? À part... J'ai personnellement un cheval qui s'appelle Auteuil. Et alors, je lui murmure tous les jours à l'oreille. Comment va votre frère Laurent? Je sais, c'est un petit peu difficile. C'est dur la question. Ça va très bien. Là, il vient de réaliser un making-of pour l'enregistrement de l'album d'Ayam. Il va bientôt sortir. Et on a commencé l'écriture d'un film qu'on doit écrire qu'il va réaliser. Il va réaliser un court-métrage aussi. Et il a pris 3 kilos. Tout va bien. On allume, très bien. Claude François, si vous aviez le choix de revenir sur Terre une deuxième fois, est-ce que vous choisiriez d'être le fils aîné de Claude François? Oui, parce que définitivement, je suis très fier du travail accompli et de la mémoire et de l'empreinte qu'a laissé mon père. Donc, oui, voilà, sans appel. Pas bonne mine. On allume! William Raymond, pourquoi votre version serait la bonne? Parce que j'avance des preuves. Parce que j'avance des preuves. Et ça, c'est une première. Tout le monde est parti dans des théories. Là, vous avez des documents, vous avez la cassette. Et surtout, j'ai pu prouver que Billy Sol était celui qui disait. Et une fois que vous prouvez que Billy Sol est vraiment un conseiller de Johnson, vous pouvez le croire. Et puis j'ai entendu cette cassette enregistrée en 71 où Cliff Carter explique que Lyndon Johnson a donné l'ordre d'abattre Kennedy. Tatiana Golovin, êtes-vous venue sur ce plateau en taxi ou par vos propres moyens? Taxi.
Hans Blix, est-ce que vous pouvez dire ce soir que les États-Unis ont envahi l'Irak en fondant leur intervention sur des faux? Oui, ils ont envahi l'Irak en se fondant sur l'argument en vertu duquel il y avait des armes de destruction massive et un danger immédiat. Or, ils auraient dû savoir que les preuves étaient trop faibles. Et plus tard, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. S'ils avaient dit qu'ils envahiraient l'Irak pour se débarrasser d'un affreux dictateur et d'un régime sanguinaire, ça aurait été vrai, mais ils n'auraient pas pu persuader le Congrès américain. Et Blair n'aurait pas pu persuader le Parlement britannique d'aller en guerre pour mettre fin à cette dictature. Peut-être qu'à l'avenir, et dans l'avenir des Nations Unies et des États-Unis, nous serons prêts à mettre fin aux dictatures simplement parce qu'elle est sanguinaire et affreuse. Mais pour l'instant, non. Mais peut-être que le jour viendra, et en tout cas, c'est le souhait que je forme. Patrick Pelloux, si la canicule frappe à nouveau la France cet été, les hôpitaux peuvent-ils faire face? Si c'était maintenant, non. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que ça a été même reconnu par le ministre de la Santé actuel. Est-ce qu'on pourrait se retrouver de nouveau avec 15 000 morts? Oui, très probablement, si on ne réagit pas vite dans les semaines qui viennent pour justement créer un véritable lien entre les systèmes sanitaires et sociaux de la ville et l'hôpital. Et en cas d'attentat chimique, est-ce que les hôpitaux sont prêts? Non. Dominique Volton, est-ce qu'à votre avis, la télé rend con? Non, absolument pas. Si vous voulez, c'est les programmes qui peuvent être cons, pas le spectateur. Donc le problème, c'est la responsabilité de ceux qui font le programme. Le spectateur, il regarde ce qu'on lui offre. Et je crois qu'il y a une responsabilité du récepteur, du spectateur, bien évidemment. Mais s'il regarde des programmes cons, la première responsabilité, c'est ceux qui les ont faits. Sophie Davant, quel temps va-t-il faire demain? C'est vrai que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Merci de me la poser ce soir, Thierry, ça fait plaisir. Sur le Nord. Oui, Voilà. parce que à Paris, il se trouve que demain, il va faire beau. Il va faire beau parce que j'ai mes sources quand même. Ah ouais, il va faire beau demain. Ouais. Demain dimanche. Demain dimanche, il va faire beau à Paris. Merci, merci beaucoup. Docteur Chaussois, vous est-il déjà arrivé depuis de regretter ce geste? Non, je ne l'ai jamais regretté parce que, encore une fois, je pense que c'était la meilleure solution et la meilleure décision pour Vincent. Ludovic, si vous aviez Annie Chancel en face de vous, vous lui diriez quoi là? Là tout de suite là? Ouais. Mais que je l'aime. D'ailleurs, j'ai pas changé mon optique depuis le début du livre. J'arrête pas de lui dire que je l'aime. C'est ma maman, c'est la femme de ma vie. Et malgré, il peut y avoir des erreurs dans un parcours et c'est pas grave. Moi, je lui en veux pas du tout. Ouais. Moi, à sa place, je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Donc voilà. C'est la femme de votre vie, Sheila? Non, Sheila, non. Mais Annie, c'est la femme de ma vie, c'est sûr. Alors, Éric Cantona, cette décision de ne pas vous faire jouer en équipe de France en 98, qui n'a pas été du tout comprise par les Français, parce que tout le monde attendait évidemment que vous soyez dans l'équipe de France. Est-ce que vous en voulez à Aimé Jacquet? Est-ce que vous avez de la haine? Parce que finalement, votre rêve s'est envolé ce jour-là. Non, à un moment donné, j'ai eu de la haine, bien sûr. J'ai pas de la haine, mais bon, oui, j'aurais préféré jouer, mais aujourd'hui, non, je suis loin de tout ça. J'ai plus du tout... Non, j'ai rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est très bien. Peut-être que si j'avais joué, ça ne serait pas passé comme ça. Ou peut-être que si j'avais joué, ça serait passé comme ça. Ou peut-être mieux. Ça, on ne le saura jamais. Et puis, c'est bien que ça se soit passé comme ça. Tout le monde. Vous n'avez pas le sentiment d'être orphelin de cette victoire, d'une certaine façon? Non. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Des grandes joies et des grandes déceptions. Et ça fait partie des grandes déceptions. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qui nous font avancer. Jean Glavany. C'est très simple. On se souvient, n'en profite pas Laurent parce qu'il fait nuit, on se souvient du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière franco-allemande. Alors concernant l'affaire de la vache folle, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on ne sait pas, nous, Français? Oui. Oui.
Non mais on ne les sait pas parce que vous nous les cachez, on ne les sait pas parce que vous ne les savez pas non plus. On ne les sait pas parce que je ne les sais pas non plus. Et D'accord, je ne mais les y a sais pas pas des parce choses- que non, les attendez scientifiques bien. ne le savent pas non plus. Il n'y a pas des choses que vous savez aujourd'hui sur Rien. des choses graves Non. et que vous vous dites qu'il ne faut mieux pas le dire aux gens parce que ça va être la psychose nationale. Non, rien. C'est sûr. Certain. Donc vous dites il n'y a rien français que vous ne sachiez pas sur cette affaire. Non, vraiment, franchement rien. Gérard Darmon, on veut des détails. Que s'est-il passé à Cannes? Mais rien de très inhabituel quand des gens de cinéma se rencontrent, veulent se séduire, veulent se plaire, veulent faire la fête et veulent vendre leur salade. Rien de... Voilà. C'est très agréable comme... C'est sympa. Hein, formidable. C'est sympa comme Je me sens bien. Je propose qu'on reste comme ça. Oui. Gérard, il s'est passé des trucs sexuels ou non? Donc c'est la même question qui revient. Ouais. Hein. Est-ce que c'était la nouba dans ton slip? J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'étais dans une autre sphère, moi. Tu crois qu'on n'a pas d'image? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.